Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne spéciale Nouvel An. Aujourd'hui, nous allons fêter la fin de 2020 et le passage pour 2021. Ça va être super puisque nous allons regarder ensemble et analyser le documentaire Hold Up. 2h40 de documentaire. On va essayer de le faire jusqu'à la fin si on s'endort pas avant. 2h40, Hold Up, l'analyse complète sur ma chaîne. Mais c'est bientôt la nouvelle année. J'ai le décompte qui va commencer dans quelques instants. Je vous remercie. 5, 4, 3, 2, 1. Bonne année! Je pense que vous pouvez probablement pardonner un confinement. 2 confinements sont beaucoup plus difficiles à pardonner. Et pourquoi? Pourquoi un confinement serait tolérable et 2 serait impardonnable? Pourquoi ça? Si c'est nécessaire, c'est nécessaire. L'OMS, si vous écoutez bien la définition, c'est l'Organisation mondiale de la santé. C'est pas l'Organisation mondiale de la maladie. Normal, parce que si c'était l'Organisation mondiale de la maladie, ce serait OMM et pas OMS. Donc là, vous voyez, c'est un propos, une argumentation très intelligente qui font vraiment réfléchir. Avec la participation de 5232 habitants de la Terre, non c'est faux, avec la participation de 5232 pigeons de la Terre qui ont payé pour que ce magnifique documentaire, une grande enquête, ce travail d'investigation qui est maintenant présenté. C'est un très bon point, je veux dire. Ça part du principe qu'on ne nous dit pas la vérité. Et vous savez, j'étais le genre de gars jusqu'à cette année qui aurait pu dire d'une manière générale, mon gouvernement est honnête. Peut-être pas dans la mauvaise gestion financière, mais en général, ils sont honnêtes. Le service public est important et ils ne diraient jamais quelque chose de faux à propos de la santé. Et là, j'ai bien peur de ne plus croire en rien de tout ça. Le monde médical. Voilà, lui il vient de parler, on ne sait pas s'il est anglais, s'il est américain, bon, probablement Pfizer, peut-être américain, mais on ne sait pas. Et il dit qu'ils sont... qu'il avait une confiance absolue dans son gouvernement, mais là, tout d'un coup, c'est fini, il a perdu la confiance. Alors lui, c'est pas mal, lui, il est extraordinaire. Il a perdu une certaine crédibilité parce que ce débat est clôturé. La démocratie a été... Donc là, il vient de dire que le débat est clôturé, qu'il n'y a plus de débat. Le monde scientifique n'est pas comme ça. Le monde scientifique a toujours fonctionné comme ça. Il y a toujours eu des discussions, des opinions qui s'affrontent. C'est comme ça que la science avance. La seule chose, c'est que les gens ne savaient pas. Tout ça était dans le monde scientifique et c'est sorti, surtout en France, à cause d'un certain professeur. C'est venu sur la place publique et les médias ont été surpris de découvrir, en fait, que dans le monde scientifique, il y a des discussions. C'est tout à fait normal. Il n'y a rien de secret, rien de nouveau. Il fallait juste le savoir. Elle est magnifique. Alors elle, une petite blonde, je vous adore. Psychiatre, hein, la pauvre. rayonnée en France. Dès lors que vous faites croire à quelqu'un qu'il est en danger de mort, vous en faites ce que vous voulez. Voilà, c'est exactement le but de ce reportage. C'est de vous faire peur, de vous faire croire que vous êtes en danger pour croire toutes les théories qui vont être présentées dans ce documentaire. Ça s'appelle le complotisme.
m'appelle Miguel. Dans une ancienne vie, j'étais médecin-chercheur. J'étais postdoc à l'école de médecine d'Harvard. Lui, il est extraordinaire. Postdoc à l'école de médecine. Donc, dans une autre vie. Maintenant, il fait plutôt taliban ou extrémiste. Hein. Lui, maintenant, avec ce look, il rentre plus dans les discothèques. Hein. À l'Akbar, on se barre tous en courant. Hein. D'oncologie. J'ai un doctorat en médecine moléculaire. Ma spécialité, c'était justement de comprendre les causes de la maladie. Pourquoi on est malade quand on est malade. Et beaucoup de gens me demandent au final pourquoi j'ai quitté la recherche, parce que c'est ce que j'ai fini par faire. Alors, pourquoi il a quitté la recherche? Parce qu'en fait, il n'a jamais rien trouvé. Lui, son but, c'était de trouver pourquoi on était malade, mais en fait, il a rien trouvé. Donc, le monde de la recherche, c'est le monde de la science. Il faut prouver ce qu'on trouve, il faut prouver ce qu'on dit. Donc, comme il n'a aucune preuve, eh ben, il est sorti de la science, il est sorti de la médecine pour aller dans le monde des rigolos, et puis comme ça, il peut continuer à dire ce qu'il veut, et à essayer de convaincre non pas des experts, non pas des professionnels, mais plutôt essayer de convaincre vous, quoi. Relativement rapidement d'ailleurs. Et je leur explique toujours, quand on a trouvé, on arrête de chercher. Salut les terriens, c'est moi Coronavirus. C'est vous qui m'avez fait roi à cause de ma couronne. Eh oui, nous les virus, on est dans la place depuis plus d'1 milliard d'années. Et pourquoi vous nous cherchez partout? Et c'est pas cool d'associer notre nom à la mort. C'est nous qui vous avons créé. C'est pas cool d'associer notre nom à la mort. Alors, c'est vrai, les virus étaient là avant vous, mais les dinosaures aussi. Hein. C'est pas pour ça que les dinosaures, ils sont pas méchants. Hein. Donc, c'est aucun rapport, aucun lien entre la dangerosité et le premier arrivé. Ebola, la rage, hépatite, H5N1, Marburg, VIH, 25 millions de morts. 25 millions de morts à cause du virus du sida. Donc, c'est vrai, ils sont pas dangereux. Donc vous allez voir dans ce reportage, enfin ce documentaire, on va sauter du coq à l'âne, on va avoir une suite d'informations qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Tout ça pour vous embrouiller le cerveau, pour que à la fin vous soyez complètement stressé par tout ce que vous allez entendre. Donc c'est pas parce qu'un virus c'est naturel, hein, un virus c'est pas chimique, c'est pas toxique, hein, mais c'est pas parce que c'est naturel que c'est pas dangereux. Je veux dire, les virus ont tué des millions de personnes depuis des siècles. Et comme les bactéries, c'est naturel, mais des bactéries nous tuent et d'autres nous servent, sont très utiles, on en a plein dans notre corps. Mais les virus, c'est la même chose. Je veux dire, les virus, c'est dangereux. C'est pas parce qu'il fume le cigare, qu'il a une tête sympa, puis qu'il est tout bleu, puis qu'il a une couronne, que c'est pas dangereux. La formation de notre ADN, qui c'est Bibi, oui. Et il va falloir se calmer, les gars. Il va falloir se calmer, vous me faites vraiment flipper quand je vous vois, là. Voilà, moi, si je suis le coronavirus, ben oui, ils me font flipper les gens avec les masques, parce que c'est grâce à ça que ça va empêcher de multiplier et de proliférer. Elle est extraordinaire, je crois que c'est ma préférée. La politique sanitaire, c'est qu'elle peut être gouvernée par deux choses. Par la logique de la maladie et par la logique de la santé. Et on a malheureusement des pharma, des vaccins qui pensent à vendre. Donc c'est des vendeurs de maladies, de traitements, donc ils font des malades. Donc... Alors c'est complètement débile ce qu'elle vient de dire. En fait, les pharmaciens, ce sont des industries. Ils veulent vendre, bien sûr. C'est comme un vendeur de voitures, il vend des voitures. Lui, ce qu'il veut, c'est vendre des voitures, c'est normal. Elle est extraordinaire. Ils n'ont pas besoin de créer malades. Malheureusement, ce serait idéal s'il n'y avait plus de malades, si tout le monde était en bonne santé et immortel. Et là, si on vend des médicaments, bien sûr, il faudrait créer des maladies pour pouvoir vendre ces médicaments. Mais ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est que j'ai des morts parce qu'il y a des maladies. Donc, il ne faut pas inverser les choses. Les maladies sont déjà là, on ne les a pas inventées, elles existent. Donc les pharmaciens, les pharmas sont très utiles. Sans eux, ce serait la catastrophe. Toute cette intelligence pharmacologique, toute cette intelligence industrielle est là pour notre bien. Et heureusement, bien sûr, ils ne vont pas travailler gratuitement. Elle est médecin, elle est censée soigner, elle ne travaille pas gratuitement. Elle est payée, elle reçoit de l'argent à la fin du mois. Elle a des jolies boucles d'oreilles, elle a une jolie robe, des bijoux, tout ça. Mais bien sûr, on la paye. Mais c'est normal. Son travail mérite salaire. Les pharmaciens, les big pharma méritent aussi un salaire. Donc c'est complètement débile de dire que les pharmaciens, les pharma gagnent de l'argent. C'est le plus on a de malades, le plus on est riche.
N'arrêtons pas la maladie. Et l'autre politique, c'est les politiques de santé, de dire aux gens, voilà ce que vous pouvez faire pour augmenter votre santé, votre immunité. Donc il y a deux politiques très très contradictoires. Purée. Oh mon Dieu, elle est trop drôle. Ouf. Alors, sérieusement. Développer son immunité, on connaît depuis toujours. On sait ce qui marche, on sait ce qui marche pas. Si vous faites du sport, si vous avez une activité physique, si vous êtes en bonne santé, votre immunité sera meilleure. Si vous êtes obèse, si vous avez des problèmes de diabète ou d'autres choses, votre immunité, elle sera plus faible et vous êtes plus à risque de faire des maladies. Tout ça, on le sait, c'est pas caché, c'est pas un secret. Le problème, c'est que ça ne suffit pas. Si vous avez une hygiène de vie parfaite, en pleine forme, avec une immunité extraordinaire, je vous file le HIV, vous allez voir, bah, ça va vous tuer. Vous pouvez avoir une immunité incroyable, le HIV, il s'en fout, lui, de votre immunité. Ça va pas marcher, vous allez mourir. Donc le fait d'être bonne ou mauvaise au point de vue immunitaire, ça ne va rien changer. Donc il y a plein de pathologies qui vont dépasser ceci. Confronte, je trouve, dans la situation qu'on a aujourd'hui. Pourquoi en quelques semaines, la population s'est retrouvée prise en otage? Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est drôle. Alors, il n'y a pas de discours contradictoire des scientifiques. Les scientifiques, quand on a une inconnue, un virus, un nouveau virus, une inconnue, il y a des études qui doivent être faites, il y a des publications. Le but, c'est de convaincre ses collègues que nos recherches et nos publications sont justes, sont vraies. Ceux qui font les choses comme il faut, essayent de les convaincre par ce biais-là. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui travaillent moins bien. Mais c'est toujours la même chose. Les sciences, c'est quelque chose de compliqué. Quand on dit quelque chose, il faut pouvoir le prouver. On ne va pas me croire parce que je suis un génie, on ne va pas me croire parce que je m'appelle Madonna. Je veux dire, il faut convaincre, il faut prouver les choses. C'est pour ça qu'il y a eu ce débat dans la science, c'est normal. Il y a toujours eu une discussion pour essayer de convaincre et d'argumenter et de prouver. Et voilà, ça a toujours existé. Ce qui a changé, c'est qu'en fait, tout ceci était inconnu du grand public. Le grand public pensait qu'en fait, que chaque fois, il y avait une sorte de consensus international et qu'il n'y avait jamais de débat, de discussion. Mais non, ça a toujours existé. Donc voilà, ce qui a changé, c'est sorti au niveau de la presse. Hein, certains professeurs en ont profité. Et c'était ça. Donc là, ce qu'il vient de dire, il n'y a aucune surprise. J'ai tenté d'entrer en contact avec les épidémiologistes. D'abord, beaucoup d'entre eux ne répondent pas aux emails. Alors lui, il est prix Nobel de chimie. Donc un prix Nobel de chimie, en quoi il est compétent pour parler d'un virus? Zéro. C'est comme vous, c'est comme moi, c'est comme n'importe qui n'est pas spécialiste. Voilà. Après, il écrit des emails. Moi, je suis un virologue. En pleine pandémie, je reçois des emails d'un biologiste. J'ai autre chose à faire que lui répondre. Je veux dire, je ne vais pas perdre du temps à lui répondre. Ils ont juste un message qui dit « Je suis tellement occupé, je ne peux pas répondre aux emails ». Mais même ceux que j'ai réussi à contacter n'étaient pas prêts à discuter. Donc je pense qu'un échec a été que la population scientifique mondiale ne s'est pas réunie pour discuter de cela. L'Organisation mondiale de la santé et les épidémiologistes ont l'impression d'avoir un seul but, qui serait d'arrêter l'épidémie. Dans le passé, ils ont combattu d'autres épidémies. Pour la grippe aviaire, la grippe H1N1, Ebola, ils ont donné des prévisions très très hautes. Et heureusement pour eux, personne ne les a écoutés. Alors là, c'est encore n'importe quoi. Quand il y a une épidémie, H1N1, Ebola ou d'autres épidémies, le but de l'OMS, c'est de sauver des vies, c'est de protéger les gens. Donc ils font des prédictions. S'ils font des prédictions qui sont trop basses et qu'on a des millions de morts à cause de ces prédictions, ils vont être accusés de ne pas avoir fait leur boulot. Donc ils vont prendre toujours une marge de protection, donc suffisante. Vaut mieux partir dans ce sens-là que dans l'autre. Donc s'il y a moins de morts, tant mieux pour tout le monde, pour mieux pour l'OMS, pour mieux pour les gens. Personne ne va vous reprocher d'avoir, par exemple, si vous prenez la voiture, si je mets une ceinture de sécurité, une deuxième ceinture de sécurité, je prends la route et j'ai pas d'accident, on ne va pas vous reprocher d'avoir mis 2 ceintures de sécurité. Par contre, parce qu'une aurait suffi, même 0, puisque vous n'avez pas eu d'accident. Mais par contre, si vous avez un accident, vous êtes content d'avoir votre ceinture de sécurité. Et là, c'est la même chose. Cet homme à lui seul aurait confiné l'ensemble de la planète à cause de ses prédictions alarmistes. C'est un récidiviste. En 2009, il avait prophétisé quelques millions de morts dans le monde, dont
environ 500 000 au Royaume-Uni. 11 ans plus tard, restent les mêmes chiffres, mais cette fois, tout le monde l'a écouté. Alors là, c'est encore faux. Totalement faux. C'est pas parce qu'il a prédit qu'il y avait des millions de morts qu'on l'a pas écouté. Et que le monde s'en est bien sorti sur l'épidémie de 2009. En fait, on s'est vite rendu compte qu'elle était moins importante, moins grave que ce qui était pensé, prévu. Et surtout, on avait un vaccin, donc ça s'est vite arrêté. Voilà, c'était fini. Donc, le Covid, c'est totalement différent. Il n'y a pas de vaccin, l'épidémie continue, il y a des millions de morts, des centaines de milliers de contaminations, avec des effets secondaires, avec toute une inconnue. Tout ça fait qu'en fait, c'est pas la même chose. On peut pas comparer les deux épidémies, donc en fait, il a pas tort, il a plutôt raison. La France n'applique pas les recommandations de l'OMS. L'OMS ne dit pas que tout le monde doit mettre un masque, et surtout pas de mettre une amende à son... C'est pas le rôle de l'OMS. L'OMS n'est pas là pour dire aux États faites ci, faites ça. Il donne des recommandations. Voilà ce que nous on sait, entre que spécialistes au niveau mondial. Nos recommandations sont les suivantes. Chaque État est libre de faire appliquer les mesures qu'ils veulent, quoi. Elles mélangent tout. Les gouvernements, enfin, il y a quelque chose d'aberrant. C'est comme si moi, je vous paye pour m'aider, puis vous me mettez un masque et vous me faites payer, vous voyez, sans raison. Il y a eu, au cours de l'année écoulée, 3 recommandations par l'OMS publiées sur les conseils, relatifs aux conseils sur le port du masque. Le premier date de janvier 2020, le deuxième d'avril, le troisième de juin. Le premier de janvier fait 2 pages. Le deuxième d'avril fait 5 pages. Le dernier de juin fait 16 pages. Qu'est-ce que vous croyez qui justifie, dans les découvertes scientifiques ou médicales, une telle amplification de l'information? Qu'est-ce qu'elle vient de dire? Qu'est-ce qu'elle vient de nous montrer? Rien. Elle a juste montré qu'au début, il y avait une feuille, 2 feuilles, après on est passé à 16. Qu'il y a une évolution dans les recommandations de l'OMS, qui était plus précise et plus complexe. C'est normal. On a évolué dans la connaissance du virus, on sait exactement ce qu'il fallait faire, pas le faire, donc ça prend du temps. On va pas tout connaître dès le départ, l'OMS n'avait pas la science infuse, ne connaissait pas ce virus comme les autres, et donc ça a pris du temps pour affiner tout ça et pondre des recommandations qui soient beaucoup plus précises, et donc avec plus de pages. En quoi le nombre de pages est un problème? En quoi ça voudrait dire que l'OMS est incompétente ou que l'OMS raconte n'importe quoi? Quel est le rapport? C'est fou, quoi. C'est génial. De qui se moque-t-on? Des recommandations non prises en compte par les États et des écrits qui laissent parfois perplexes. Donc là, c'est génial. Donc, il parle des recommandations qui ne sont pas reprises par les États. Donc, tout à l'heure, ils avaient dit que l'OMS, c'est n'importe quoi, l'Organisation mondiale de la maladie et pas de la santé. Et quand ils font des recommandations, les États n'appliquent pas les recommandations. Donc, il faut savoir, soit il faut appliquer les recommandations de l'OMS parce que c'est bien, soit il ne faut pas les appliquer. Donc, il y a 2 secondes, ils disaient que c'était n'importe quoi, et maintenant, ils disent qu'il faut les appliquer, les recommandations, et que c'est le problème des États qui ne les appliquent pas. Il est vraiment important de réaliser que le profil, en termes d'âge, des gens qui sont morts est similaire à celui que l'on observe pour les morts naturelles. Les personnes de plus de 85 ans représentent la moitié des morts. Là, c'est vrai, enfin un peu de vérité. Génial. Les morts naturelles, plus on est vieux, plus les gens meurent. C'est vrai. Il y a plusieurs pics dans la vie. Hein, et le premier pic des enfants, des bas âges, hein, la mort subite. Voilà. Après, les enfants, ils meurent pas trop. Les ados meurent pas trop. Bon, les suicides, des accidents de voiture, ok, mais c'est très faible. Ainsi de suite. Et puis, après, plus on avance dans l'âge, et ben, plus on meurt. Hein, et après 60, à 120 ans, le risque de mourir dans l'année était quand même assez grand, quoi. Voilà, donc c'est sûr que l'espérance de vie est assez courte. C'est tout à fait logique. Mais heureusement que ce virus est aussi dangereux que la vie. C'est-à-dire qu'il tue autant que la vie. C'est-à-dire qu'il tue plus les vieux. Voilà. En quoi ça change quelque chose? En quoi le fait qu'une personne de 60 ans a plus de chances de mourir qu'à 40 ans va mourir de ce virus? Comme s'il fallait rien faire.
Cette mauvaise science qui est entrée en collision avec le politiquement correct. Si je dis que je préférerais mourir de loin à la place de mon petit-fils, qui a... Voilà. Si je dis que je préfère mourir à la place de mon petit-fils, mais très bien. S'il y a le feu, et puis il y en a un des deux qui doit te sauver, bah il sauve son petit-fils et lui meurt, bah très bien, c'est normal, aucun problème. Mais là, il n'y a pas de conflit. Je veux dire, si on va, c'est pas parce qu'on va sauver des personnes un peu plus âgées que ça va tuer des plus jeunes, qu'il fasse choisir entre les jeunes et les vieux, et qu'on choisisse les vieux pour tuer des jeunes. Aucun rapport. Argument complètement bidon. Ils diront peut-être « Oh, quelle bonne personne c'est !» Mais la société devrait être capable de faire ce choix. Quand on parle de ceux qui nous gouvernent, par exemple, on perd le contrôle du véhicule, il y a... Voilà, ils sont géniaux. Ils sont allés chercher, bien sûr, le peuple c'est important. Le peuple, c'est la majorité des gens, ce ne sont pas les élites, ils sont importants. On les fait partie de ce peuple. Il faut les écouter. C'est pour ça que dans nos démocraties, le peuple peut voter, il a le droit de voter. Donc si vous êtes taxi parisien, votre vote compte autant que celui du président de la République. C'est égal. Une personne, un vote. C'est normal, c'est la démocratie. Ça s'appelle... voilà, aucun problème. Par contre, quand on veut savoir, connaître la vérité sur des choses très compliquées, on va pas demander à taxi parisien ce qu'il pense de, je sais pas, de la Apollo 13, comment résoudre le problème pour que la mission se termine bien et qu'on puisse sauver les astronautes. Je veux dire, il n'est pas compétent pour pouvoir le faire. En quoi un taxi connaît mieux le Covid-19, les épidémies, qu'un spécialiste? Une vingtaine de personnes, au lieu d'éviter une personne sur le côté, ils foncent sur le groupe. Donc, moi, je trouve ça un peu absurde. Tant qu'à faire, on évite le pire, mais là, le gouvernement, ils font le pire. Donc, ils disent, bon, bah, tant pis, on massacre tout le monde. C'est court. Voilà, c'était clair, hein. On a tous compris, le gouvernement massacre tout le monde. Voilà, c'était très instructif. l'INSEE. Elles correspondent au nombre de morts total en 2018, 2019, 2020, de mars à septembre. Le virus a donc particulièrement sévi du 15 mars au 15 avril, période où nous étions tous confinés grâce à une mesure historique censée ne pas faire apparaître cette courbe. C'est hallucinant. Une contre-vérité incroyable. C'est fou d'entendre une chose pareille. Comment on peut mentir dans un documentaire pareil? C'est fou, quoi. Il a l'air crédible, en plus. Alors, je vous explique. Ici, on a le pic de mortalité, donc nombre de décès par jour, voilà. Donc, on voit que le Covid a tué des gens. Hein, donc, par rapport aux autres années, on voit vraiment la différence. Donc, cette période, il dit que le confinement était censé éviter les morts. C'est faux. Le confinement était censé arrêter l'augmentation du nombre de morts. Vous voyez la chute. Pourquoi ça descend? Parce qu'on a confiné. Donc, avant de confiner, bah, ça monte. Le confinement est arrivé, et bah, les morts ont diminué. Il y a un décalage. Quand vous prenez une mesure, si le jour J, vous décidez de confiner, vous n'allez pas avoir une baisse de nombre de morts le même jour. Il faut attendre entre 3 semaines, 15 jours, 3 semaines, pour voir l'effet du confinement, donc la baisse de contamination et la baisse des cas graves, et donc la baisse du nombre de morts. Ce n'est pas tout de suite. Donc il y a un décalage entre la prise la mesure du confinement et les effets sur les courbes. C'est ce qu'on a ici. Vous voyez, quand on a confiné, par là, ici, à peu près ce niveau-là, hop, les morts, ils ont continué à augmenter parce qu'il n'y avait pas encore d'effet, et après, voilà, ça s'est arrêté. Voilà. Sans confinement, on aurait une courbe qui aurait fait ça. Petit à petit, elle serait descendue, bien sûr. Mais combien de morts? Beaucoup plus. Le confinement a fait diminuer le nombre de morts. En quoi? Quel est le rapport entre cette courbe et le fait que le pic se retrouve pendant la période de confinement? C'est scandaleux. En résumé, 8 mois après l'épidémie, ce virus aura donc fait un peu plus d'1 million de morts dans le monde, soit bien moins que la tuberculose qui n'interpelle personne. Alors, qu'est-ce que c'est ridicule? Premier point, on ne peut pas comparer le nombre de morts de la tuberculose avec le nombre de morts du Covid. Pourquoi? On est encore au milieu d'épidémie. On n'a pas encore le nombre de morts total. L'épidémie n'est pas terminée, donc on ne peut pas savoir. Premier point. Deuxième point, la tuberculose tue des gens. Bien sûr, elle tue des gens.
Mais il y a plein de choses qui tuent des gens. La différence, c'est que toutes ces choses, comme la tuberculose qui tuent des gens, il n'y a pas des milliers de personnes qui débarquent dans les hôpitaux avec la tuberculose en train de mourir. Sauvez-moi, sauvez-moi, je suis en train de mourir, quoi. On n'a pas ce phénomène. Alors que le Covid-19, oui. Le Covid-19, c'est ça. C'est ça le problème. C'est que vous avez des centaines de personnes qui débarquent dans les hôpitaux et qu'il faut traiter et qu'on ne peut pas laisser mourir. Donc c'est une comparaison idiote. Nouveauté depuis cet été, c'est une épidémie de cas positifs, avec des tests qui eux sont tout sauf fiables. Voilà. Donc là il dit que les tests ne sont pas fiables. Bah qui le prouve? Comment il sait que les tests sont pas fiables? Qui nous prouve? Combien? À quel pourcentage sont-ils fiables? On ne sait pas. On ne sait rien du tout. Augmentation du nombre de patients. Bien sûr, plus on a de tests, plus on a de patients qui sont atteints. On va répéter, le problème de cette maladie, c'est qu'il y a des personnes qui sont asymptomatiques, donc si on les teste pas, eh ben, on les connaît pas, on sait pas. Si on les teste, eh ben, on les découvre, et donc ça fait augmenter le nombre de cas positifs. Mais dépister, c'est de savoir. Pourquoi? Parce que si on sait, on peut isoler les gens pour éviter qu'ils contaminent d'autres personnes. Ça a un intérêt. Donc tester les gens, c'est pas pour rien, c'est pas pour faire augmenter les chiffres. Alors pourquoi il y a autant de cas positifs? Parce qu'on monte les cycles. On vous a déjà expliqué plusieurs fois que les cycles d'amplification de l'ARN du Covid, plus on monte, plus on va au-delà des 30, plus on va trouver des traces infinitésimales de n'importe quoi. Voilà, c'est faux. C'est totalement faux. Ça revient, c'était un fake news. Les tests, comment vous expliquer? Vous savez ce que c'est un virus? C'est quelque chose de très très petit. Donc tellement difficile à voir et à détecter. Si on avait un test super sensible, c'est-à-dire vous avez le virus, hop, on le sait tout de suite, c'est bon, c'est génial. Mais c'est pas le cas. Donc on est obligé d'amplifier le phénomène pour pouvoir le voir. Plus vous amplifiez, plus vous augmentez la qualité du test. Plus vous avez de chances de savoir s'il y a un virus ou pas. Si vous avez peu d'amplification, eh ben, vous risquez de ne pas le voir et donc de passer à travers alors qu'il y est. Vous êtes négatif parce qu'on ne l'a pas vu, mais en fait, il y est, parce qu'on n'a pas assez amplifié. Plus vous amplifiez, plus vous avez les chances de vous rapprocher de la vérité. Vous êtes contagieux, vous êtes contaminé, donc c'est pas évident de le trouver. C'est très difficile. Donc grâce à ça, l'amplification, le PCR, le système de PCR, on augmente les cycles et on augmente les chances de trouver. Soit on l'a, soit on l'a pas, il n'y a pas de demi-mesure. Donc le fait d'augmenter les cycles d'amplification, ça va pas devenir positif. D'un ancien rhume, d'un virus mort, de tout. Non. Le professeur Raoult l'a démontré dans une émission, je vous avais déjà montré des extraits, où au-delà de 35, on ne détectait absolument plus, rien de viral du Covid. C'est entièrement faux. Au contraire, plus on augmente le nombre de cycles, plus on a de chances de voir s'il y a un virus. Ça va pas trouver des virus qui n'existent pas, c'est complètement faux. Ce qu'il dit là, qui le prouve. S'il dit que c'est vrai, qu'il le prouve. Il ne prouve pas. Dans ce documentaire, il n'y a aucune preuve. Les Allemands, eux, testent, ne dépassent pas les 25 cycles. Les 25 cycles. En France, l'ARS ne communique pas sur le nombre de cycles. Donc, vu qu'en France, il y a beaucoup plus de cas positifs que tout autour de l'Europe, autour d'elle, soit vous croyez que le virus s'arrête aux frontières, soit ça veut dire que la France a un taux de cycle supérieur. N'importe quoi, mais c'est fou quoi. Si on a plus de cas en France, c'est parce qu'on fait plus de cycles que l'Allemagne. Mais on ne sait pas combien de cycles on fait en France. Non mais depuis le début de cette épidémie, on a eu des augmentations de cas en Italie, en France, en Angleterre, en Espagne, plusieurs vagues. Donc la France était devant, après elle était derrière, en Suisse c'était pareil, ça monte, ça descend. Chaque pays a eu une augmentation et une baisse de nombre de cas, alors que le nombre de cycles de chaque pays n'a pas changé. Donc si c'était lié au nombre de cycles, eh ben, on devrait tout le temps avoir le même nombre de patients. Mais non. Pourquoi il y a plus un jour et moins un autre, que ce soit dans un pays comme l'Italie ou l'Allemagne ou la France? Donc, c'est bien la réalité. C'est-à-dire que les cycles correspondent à la réalité. Donc quand ça augmente, c'est parce qu'il y a vraiment une augmentation du nombre de cas, et c'est pas parce qu'on a changé le nombre de cycles. La France n'a pas changé le nombre de cycles. Elle n'a pas passé de 15, 20, 50 pour augmenter ses cas. On fait des boulettes. On fait des boulettes. Écoutez, jusqu'à où monte la France? Le prélèvement est ensuite amplifié.
La PCR, c'est une réaction qui est dite exponentielle, c'est-à-dire qu'on fait des cycles d'amplification et à chaque cycle, on multiplie la quantité d'ADN que l'on avait initialement par 2, ce qui fait qu'au bout de 50 cycles, on a multiplié la quantité par 2 puissance 50. Et ce qui fait qu'on est très sensible. Voilà, très sensible. C'est-à-dire que ce test-là, il est meilleur que celui-là. C'est-à-dire qu'en Allemagne, on risque de rater des gens qui sont malades et qui sont considérés négatifs. Ce qu'on appelle des faux négatifs. Des gens positifs, mais avec 25 cycles, on risque de les rater. Avec 50 cycles, on a plus de chances de les détecter. Donc, on a un meilleur test que celui-là. Celui-là est plus proche de la réalité que celui-là. C'est tout. Ça ne fait pas des faux positifs. Ça n'a pas trouvé des virus qui n'existent pas. C'est juste qu'il y aurait moins de faux négatifs. Voilà. Encore une comparaison complètement fausse et nous faire croire quelque chose qui est complètement faux. Ah oui, en fait, c'est un nom. Ça s'appelle une arnaque. Alors que toutes les courbes en Europe montrent à l'évidence que le danger était déjà loin derrière, l'Irlande, avec 3 morts, reconfine. Quant à la Suède, qui n'a pas confiné, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Inutile d'en rajouter. Voilà. Ce qui est génial, c'est drôle. Le destin, je sais pas, la suite des événements vient les casser. Quand ils ont fait ce reportage il y a 2-3 mois, donc aujourd'hui on est quoi, le 1er janvier, pardon, eh ben on a eu la deuxième vague. Alors qu'ils disaient qu'il n'y aurait jamais de deuxième vague. C'est génial. Donc la suite, vous la connaissez. Donc le destin, le temps vient montrer qu'ils avaient tort. Donc ici, on a le nombre de cas entre la Suède et la France, le nombre de décès. Donc vous voyez le pic là de nombre de décès en France, et tout d'un coup, ça baisse. La deuxième vague, voilà, elle est là. Voilà, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, voilà, la deuxième vague, elle va être beaucoup plus importante, plus de morts, beaucoup plus haute que la première. Mais on l'a pas, puisque à l'époque, eux, ils l'avaient pas vécu, hein, c'était les prémices. Donc on compare la Suède avec la France. Donc vous voyez la France, pardon, ici, donc ça a augmenté, et tout d'un coup ça a baissé. Pourquoi ça a baissé? Grâce au confinement. Le confinement a tout de suite des effets. Ici, la Suède, comme ils disent que, vous allez voir tout le reportage, ils disent que la Suède n'a rien fait, n'a pas confiné, c'est faux. La Suède a pris des mesures, mais a recommandé, mais a laissé les Suédois, il n'a pas fait d'amende, ni voilà. Ils ont laissé les Suédois agir tout en donnant des recommandations, c'est-à-dire éviter des contacts, protégez-vous, mettez le masque si c'est nécessaire. Mais il n'y avait pas d'obligation. C'est ça la différence entre la Suède et la France. La France, elle, peut-être parce qu'il y a des Français qui y habitent, ils sont moins obéissants, ils ont moins le sens civique ou le sens du prochain, je ne sais pas, hein, c'est une théorie comme une autre. Voilà, si on veut que ça marche en France, on est obligé de mettre des amendes. Si vous mettez en Allemagne, les autoroutes, on peut rouler à vitesse illimitée. En France, on est obligé de limiter parce que sinon les Français, ils respectent pas. Ils mettent des radars. La Suède, ça marche pas. Regardez, ici, on a un nombre de morts. Vous voyez, pas de confinement. Donc, pas de confinement. On voyait la pente. La France a confiné, ça a baissé très vite. La Suède n'a pas confiné. Vous voyez, la courbe, elle monte. Après, elle descend. C'est normal, c'est descend. Mais par contre, elle est plate. Elle n'est pas raide. Voilà, c'est ce qui fait la différence. Jusqu'en été, il y a eu des morts. Alors qu'en France, ça a descendu beaucoup plus vite. Et au printemps, il y avait déjà presque plus de morts. Donc, la deuxième vague, c'est encore pire. L'État suédois a reconnu qu'il s'est trompé et que faire confiance aux gens, ça suffisait pas. En fait, il y a eu trop de morts parce qu'on a espéré que les mesures très limitées, permettent de sauver des vies et d'avoir moins de morts. Si on compare le nombre de morts par rapport à la France, en proportion, ils sont à peu près au même pourcentage. Il y a presque autant de morts en Suède qu'en France en pourcentage. Mais les pays sont très différents. La France est un pays très urbanisé, avec une densité de population beaucoup plus élevée, donc il y a un risque de contagion beaucoup plus grand que la Suède, qui est très peu dépeuplée. Mais si on compare la Suède avec les autres pays qui sont comparables, avec même taille de population, même urbanisation, c'est-à-dire la Norvège, la Finlande, le Danemark, et là, c'est catastrophique. Alors
que les courbes en Europe sont plutôt rassurantes, ce virus va jusqu'à faire construire des futurs camps d'internement au Canada. Où ces camps seront-ils construits? Combien de personnes seront-elles détenues? Et pour quelles raisons des personnes seraient-elles gardées dans ces camps d'isolement? En France, sur les plateaux... Voilà. Là, on sort une information qui n'a rien à voir avec ce qu'on vient de dire avant. Quel est le rapport? Complètement sorti de son contexte, en disant qu'au Canada, quelqu'un, un député qui parle de camps. Il n'y a jamais eu de camp au Canada. Le Canada n'a pas fait de camp. Aucun pays au monde n'a fait des camps. On n'a pas isolé les gens dans des camps. Alors pourquoi parler de ça? Si on avait fait des camps très bien, qu'on en parle, qu'on en montre, qu'on voit les camps, il n'y en a pas eu de camp. En quoi ça apporte quelque chose de documentaire? Juste à mettre le doute, à vous faire penser que derrière tout ça, il y a un complot mondial et que vous tombez dans le panneau. Des médecins continuent de semer la panique, en préférant prescrire la peur à des millions de personnes à défaut de traitement. Mais c'est comme quand vous aviez la BD Lucky Luke avec le remède miracle, où des gens prenaient ça et vous avez... Mais moi j'ai entendu Christian Estrosi dire, mais j'ai été soigné grâce à l'hydroxychloroquine. Et c'est là qu'on voit. Voilà, ça c'est encore plus drôle. Donc là on a un médecin, un vrai médecin, et en face un journaliste. Et qui parle d'un politicien qui aurait pris l'hydroxychloroquine et ça l'aurait sauvé la vie. En cas, un politicien peut être sûr que l'hydroxychloroquine l'a sauvé. Et moi, j'ai pris des Smarties, ça m'a aussi sauvé du Covid. Je veux dire, c'est du même niveau. Il y a plein de gens qui ont été soignés du Covid sans rien prendre. Ils n'ont rien pris. Rien. Donc on va dire le rien, l'air guéri du Covid-19. Voilà. Il y a 99% des gens qui sont pas morts. Donc ils ont été soignés, ils ont été guéris avec rien. Donc le rien marche très très bien. C'est pas l'hydroxychloroquine qui lui a sauvé la vie à ce monsieur. Voilà, ça n'a aucune valeur scientifique de prendre un témoignage, de dire voilà, moi j'ai pris ça, j'ai fait caca ce matin 3 fois et ça m'a sauvé. Voilà, c'est du même niveau. On peut pas prouver que le fait de faire caca 3 fois le matin vous sauve de du Covid-19 comme l'hydroxychloroquine. C'est scandaleux. Dans la médecine, sinon je suis désolé, c'est du charlatanisme, on peut dire tout ce qu'on veut. Qui sont les charlatans pour faire peur avec des courbes faussées par des tests dévoyés? Qui sont les charlatans pour regretter que la courbe des morts soit toujours aussi plate? Là c'est génial. Ah le destin c'est génial. On va les casser à mort, j'adore. Alors, ici, on a le nombre de cas et le nombre de morts. Donc très très peu de cas, beaucoup de morts, c'était la première vague. Les morts on les voit, les blessures, les positifs on les testait pas, donc on les voyait pas. Voilà. Ici c'est l'inverse. Donc là on teste tout le monde, donc on voit beaucoup plus et nombre de morts. Oh mais il y en a pas, vous voyez, très très faible. Attendez, ça c'est le début. Mais maintenant nous on est en décembre, on sait ce qui va se passer. Ben ça a explosé. Il y avait plus de morts sur la deuxième vague que sur la première. Mais ça ils le savaient pas. Donc regardez ce qu'il dit, c'est très drôle. L'hiver questionne sur l'origine réelle des nouveaux décès. Ça, c'est les zones cutanées qui sont en contact avec le masque. Ça, c'est une dame qui mettait son masque lors d'année. Donc, elle ne s'est pas soignée tout de suite parce qu'elle a un certain âge, elle n'osait pas sortir. Donc, ça a commencé là, puis ça s'est étendu sur le nez. Ça, c'est une belle infection aussi. Ça, c'est pareil, le bouton d'acné, ça, je l'ai vu ce matin. Donc, elle a une recrudescence d'acné dans la zone de frottement. Ça, bah, il faut mettre de la cortisone et puis dès qu'elles vont remettre le masque, ça va venir. Bon, on n'a pas... Génial, elle est géniale. J'adore. Ouf. Vous qui me regardez, vous avez tous porté le masque, tous. Tout le monde a dû mettre du masque, enfin des masques. Qu'est-ce que vous avez eu? Soyez honnête, dites-moi, vous qui portez le masque, vous avez des boutons? Vous avez de l'acné? Vous avez eu des choses que vous n'avez pas avant? C'est sûr que vous avez de l'acné avant, vous allez continuer à avoir de l'acné. Le masque ne va pas arrêter votre acné. Donc montrez des gens qui ont de l'acné et qui ont mis un masque, ils ont de l'acné. Bah oui, ils ont de l'acné, ils ont de l'acné. Vous l'aviez avant, vous l'aviez après. C'est pas sérieux, c'est très facile. Combien de gens connaissez-vous qui ont des problèmes de peau à cause des masques? Combien? Est-ce que c'est énorme? Parce que si c'est vrai, si c'est vraiment une catastrophe, si les masques provoquent tout ça, ça se voit. Hein. Avec toutes les personnes qui portent le masque, on devrait voir tout le monde avec des boutons. Zéro.
je ne connais personne qui a eu des problèmes. Donc aucune valeur scientifique, aucune réalité, c'est juste des images de personnes qui ont de l'acné. Où est le lien entre l'acné et le masque? Où est la preuve que le masque provoque des problèmes de peau à outrance? Solution pour ça, parce que les masques hypoallergéniques ne sont pas... Voilà. Hypoallergénique, c'est-à-dire les allergies. Tout à l'heure, on a vu des images avec des patients qui avaient de l'acné, pas d'allergie. Ce n'est pas la même chose, c'est un problème hormonal. De nouveau, il y a les médecins, c'est quand même incroyable. Comment on peut comparer entre l'acné et les problèmes des masques hypoallergéniques? Je veux dire, soit ce sont c'est les journalistes qui mélangent tout, voilà, soit elle est complètement nulle et puis il ne faut pas aller la voir. Hein. Comme dermato, n'y allez pas. Hein. Si elle vous traite l'acné pour de l'allergie, c'est pas la même chose. Donc, ces gens sont obligés de se rabattre sur des masques en coton. Mais les masques en coton, on sait que c'est moins protecteur. Déjà, les masques chirurgicaux, c'est pas très protecteur, parce que c'est même marqué sur la boîte. Là, c'est super. Donc la légende urbaine est la plus courante. C'est marqué comme quoi le masque ne protège pas des virus et qu'il faut le changer en cas de souillure au sang ou autre liquide. Bien sûr, c'était une notice d'utilisation. Les masques protègent des gouttelettes. C'est marqué sur la boîte qu'ils ne protègent pas des virus. C'est vrai, si vous avez un virus, ce n'est pas marqué qu'ils ne protègent pas du Covid. Ils disent les virus, ce n'est pas la même chose. Un virus très aérien, très aérosolisé, la rougeole ou les oreillons, c'est sûr, si vous mettez un masque comme celui-là, c'est un petit filtre. Ça ne va pas empêcher. Le virus va quand même passer. Par contre, le Covid-19, lui, il est différent. Lui, il est obligé de passer par les gouttelettes. Donc le masque va arrêter les gouttelettes. Par contre, si c'est un virus qui est très aérosolisé, comme je disais, il va passer au travers le masque et sur les côtés. Et donc là, il faut utiliser des masques beaucoup plus performants, avec des normes beaucoup plus dures, les FFP2, FFP3, et ainsi de suite. Donc ce qui est écrit là-dessus, ça ne dit pas que ça protège du Covid-19. C'est juste qu'il ne faut pas l'utiliser pour une protection virale. Voilà, c'est une notice d'information, c'est normal. Si vous balancez des virus à travers le masque, ils vont traverser. Personne ne balance des virus. Le virus, il est dans un support. Et le support, c'est les gouttelettes. La coqueluche des virus qui sont très très contagieux, si vous utilisez ce masque, ça ne servira à rien. Ça ne va pas l'arrêter. Donc c'est pour ça qu'il y a ces notices. Ce sont des virus qui traversent ou qui passent sur les côtés. Donc voilà, c'est pour ça que ces masques chirurgicaux ont cette indication. Et les gens pensent, parce que c'est marqué qui ne protège pas des virus, que ça concerne le Covid-19. Encore une fois, c'est l'utilisation d'une information à mauvais escient. Voilà, c'est ce qu'on voit, ce qui est écrit. Ce qui est incroyable, c'est que cette dame, elle est médecin, elle est dermatologue, et elle ose dire une bêtise aussi énorme dans un documentaire. C'est ça qui est fou. Elle est médecin, elle n'arrive même pas à comprendre une notice d'utilisation. C'est fou. C'est hallucinant. Elle est médecin, dermato. Masque en coton toute la journée, qu'ils ne les lavent pas, qu'ils les remettent même le lendemain, qu'ils les manipulent sans cesse parce que s'ils fument, bah, ils les enlèvent pour fumer, ils les enlèvent pour manger un sandwich, ils les enlèvent pour embrasser leur petit copain ou leur petite amie. Et donc, ça devient un nid de microbes en quelques heures. Voilà, tout à fait. Là, elle a raison. Une information vraie depuis le début de ce reportage. 13 minutes, première info véridique. C'est fou, quoi. C'est pour ça qu'il faut le changer. Parce que si un masque, vous l'utilisez trop longtemps, eh ben, il est plus utilisable. Il va plus assurer la qualité nécessaire. En quoi c'est un problème? En quoi c'est différent? Quel est le rapport avec ce qui a été dit avant? Aucun rapport. Le masque, donc ça veut dire à la récré et tout le temps, même en classe, on doit le porter. Et donc, il y a un élève qui l'avait sur le nez, et même moi, des fois, je le dégage un peu pour respirer, et on se fait reprendre très méchamment en disant que c'est une erreur et qu'on peut être renvoyé. Et un élève a été renvoyé pendant une semaine. Eh bien, ça vaut le coup. Voilà. Donc là, il parle de l'élève qui a été renvoyé. Mais c'est normal, il n'a pas respecté. Si on ne respecte pas les recommandations, il faut bien sévir. Si c'était une Suédoise, il n'y aurait pas de problème, parce que les Suédois, ils respectent. Mais c'est un Français, donc le Français ne va pas respecter, donc il faut bien sévir. Encore une fois, où est le problème?
absente depuis 10 jours, qui avait le Covid. Et 10 jours après, donc, ils ont fermé le lycée pendant une semaine. Et ils ont fait tester les 1400 élèves au lycée. Et sans aucun problème, il n'y a pas eu de réaction hostile à cette prise de décision? Il y a eu quelques parents, je crois, qui ont refusé le test, mais sinon... Et le directeur du lycée était d'accord? Le directeur était contre, mais c'est l'administration, c'est le ministre de la Santé de la Sarre qui a obligé le directeur à fermer l'école, à fermer le collège et le lycée. Pour une personne, et il y a eu 1500 tests? Une personne qui était absente depuis 10 jours. Voilà, encore une fois, cet exemple-là, en quoi il est mauvais? Un cas qui était absente, ils ont eu peur, ils ont fermé une école. Il est très bien. Voilà, il n'y a aucun problème. Il y a une pandémie, il y a des cas partout, on ferme. Où est le mal? Je veux dire, soit on le reproche d'être trop précautionneux, soit d'être trop laxiste, il faut savoir. Donc... habitués au masque et quand on enlève le masque, ils sont terrorisés maintenant, c'est l'inverse, c'est l'effet inverse. Pour eux, on vit avec un masque. Et on est obligé d'avoir ce masque et les enfants, pour eux, le visage, c'est un masque. C'est plus un visage avec un sourire. Voilà, donc les enfants, ce sont des êtres idiots qui ne comprennent pas les choses, ils sont bêtes. Les enfants sont plus intelligents que lui en tout cas, ça c'est sûr. Voilà, si on explique à un enfant pourquoi il faut porter un masque, pourquoi il faut s'habiller, il ne faut pas sortir tout nu, voilà. Un enfant, il n'a pas besoin de reconnaître le corps de son papa et de sa maman toute nue, quoi. Je veux dire, il y a des habits, il comprend qu'il faut mettre des habits. Bah voilà, si on leur dit que le masque c'est utile, il n'y a aucun problème. Des personnes en bonne santé peut notamment présenter les désavantages suivants. Premièrement, risque potentiellement accru d'auto-contamination dû au fait de manipuler un masque facial puis de se toucher les yeux avec des mains contaminées. Voilà, donc là, ce qu'elle dit, c'est vrai. C'est tout à fait vrai, ce sont les recommandations de l'OMS. Voilà, si tout le virus, vous avez de l'herpès ou n'importe quoi d'autre, qui est localisé quelque part, si vous êtes tout le temps en train de tripatouiller l'endroit, si vous le mettez dans les yeux, bah, vous risquez de disséminer le virus dans d'autres zones, donc faire de l'autocontamination. Donc c'est ce que l'OMS parle. Il n'y a rien d'anormal, c'est tout à fait logique, il n'y a aucun problème par rapport à cette information. Pourquoi vient-elle parler de ça? Quel est le rapport avec le Covid? Contamination. Si un masque non médical humide ou sale n'est pas remplacé, favorisant ainsi la prolifération de micro-organismes, de champignons, de bactéries et d'autres virus. Voilà, tout ça est vrai. Donc l'OMS ne dit pas que des bêtises. Si vous avez un masque qui est mal utilisé, qui est trop longtemps utilisé, il va devenir dangereux. Mais ça, on le sait. Et ce sont les recommandations, tout le monde est au courant qu'il faut les changer. Pour pas que ça devienne un nid de microbes. Ben voilà, ce sont les mesures de précaution. Et ou difficultés respiratoires possibles selon le type de masque utilisé. Autre point, lésions cutanées faciales avec des dermites irritatives, donc des rougeurs, des boutons, ou aggravation de l'acné en cas de port fréquent et prolongé du masque. Dans les maternités? Voilà, donc ce qu'elle vient de dire, ce sont les recommandations. Si vous êtes allergique, précaution. Si vous avez de l'acné, ça peut... Bien sûr. Mais quel est le mal? Je veux dire, en quoi c'est un problème? En quoi c'est quelque chose qui... Parce que vous avez une personne sur 1 million qui est allergique au masque, on devrait interdire les masques et empêcher l'autre million de personnes de se protéger. Je veux dire, quel est le rapport? Si une personne a un problème pour porter un masque, eh ben on adapte pour cette personne. On essaie de trouver une autre solution, d'autres supports. On va pas changer tous les masques du reste de la population parce qu'il y a une personne qui a un problème. Je veux dire, c'est clair. Alors, elle est géniale. Elle est tellement mignonne. Oh mon Dieu. Vous allez voir. Donc, elle est sage-femme. Sage-femme. Ouais, c'est parti. Avec un masque. C'est l'effort le plus intense que nous n'aurons jamais à faire de toute notre vie, accoucher. Alors, elle, oui, peut-être, mais moi, non. Moi, ça peut être l'effort le plus important de ma vie parce que je vais jamais accoucher. Peut-être elle, mais pas moi, en tout cas. Ça, c'est sûr. Notre bébé. Et le bébé arrive et voit le visage de ses parents avec un masque. On sait que le premier regard du bébé, c'est
c'est quelque chose de fondamental pour poser sa sécurité. Alors là, c'est magnifique. Je sais pas d'où elle sort cette information. C'est énorme. Ouh, c'est tellement drôle. Un bébé, quand ça sort, ça voit rien. Donc c'est très très flou. Vous pouvez présenter les fesses ou la tête de sa mère, pour lui ça va être la même chose. Il va pas faire la différence entre un cul et un visage. Mais bon, la seule chose qui va vraiment repérer, c'est le sein, c'est le mamelon et l'odeur. C'est tout. C'est pour téter parce qu'il veut becter. Vous le mettez une vache, vous mettez une chèvre, c'est pareil. Hein. Il va téter. Ce qu'il veut, c'est manger. Il sait pas que c'est sa mère ou c'est pas sa mère. Je veux dire. Donc ce qu'elle dit, c'est du n'importe quoi. C'est pas un poussin hein, qui cherche sa maman. En quoi c'est un argument? En quoi c'est un argument contre un masque? C'est tellement drôle. Ouf, oh mon Dieu. Martel, un enfant sur 5 victime de violences sexuelles en Europe. Pendant le confinement, ça a été non seulement compliqué pour les femmes, bien sûr, mais aussi pour les enfants, parce que dans certaines familles, il y a eu des recrudescences de violences. Et pendant le confinement, j'ai été en contact avec une gendarme d'une brigade de protection des mineurs. Elle me disait c'est terrifiant parce qu'on n'a aucun dépôt de plainte, on n'a rien qui se passe, parce que les gens, donc étant confinés et sous surveillance, ne pouvaient pas ni appeler. Voilà, s'il y a de la maltraitance dans la famille, on va voir si un enfant prend son téléphone et appelle le 119, impossible. Ou si une femme peut aller déposer plainte, puisque même elle ne pouvait pas sortir. Donc il y a eu énormément de drames pendant cette période de confinement. Alléluia. Voilà. Deuxième point véridique. Ce qu'elle dit, c'est vrai. Bien sûr que c'est vrai. Les violences, les dénonciations, les plaintes, en fait, ont disparu, ont baissé à cause du confinement. Et c'est normal. Les gens ne pouvaient plus sortir. Donc tout ça, c'est vrai. Mais personne ne dit le contraire. Personne ne nie. Mais il faut poser sur la balance. On ne va pas ne pas confiner pour que les plaintes augmentent. Je veux dire, ça ne va pas changer. La maltraitance et les violences conjugales, elles existaient avant le Covid. Ce n'est pas le Covid qui a fait augmenter, ce n'est pas le confinement qui a fait augmenter les maltraitances. Les gens qui violent, qui tuent et qui frappent leurs femmes le faisaient déjà avant. C'est juste que pendant le confinement, eh ben bien sûr, ça a peut-être augmenté la probabilité que ça arrive, mais ça n'a pas empêché que ça se produise plus tard ou plus tôt. Et les plaintes, c'est la même chose. Les chiffres du premier bilan du confinement se font plutôt rares. Les plaintes pour viol auraient été multipliées par 3, selon un expert psychiatre de la brigade des mineurs. En temps normal, il y a 12 000 agressions sexuelles d'enfants chaque jour. Combien de suicides? Voilà. C'est un révélateur de la société. Le Covid a montré des choses qui existaient déjà dans notre société. Ça a amplifié. Le confinement a amplifié les phénomènes. Si vous êtes anxieux dans la vie, avec le confinement, vous l'êtes beaucoup plus. Et ainsi de suite. Donc, c'est normal. Ce sont des choses anxiogènes qui vont augmenter. Donc on inverse le rôle. Ce n'est pas le confinement ou le Covid qui a fait exploser les cas, c'est juste révélateur, ça a montré ce qui existe. Ajouter les centaines de milliers d'amendes jusqu'aux menaces physiques. Vous êtes trop nombreux côte à côte là, il n'y a pas de distanciation sociale, monsieur. S'il vous plaît, messieurs, quittez l'endroit. Il n'y avait pas de distanciation sociale, vous quittez l'endroit, monsieur. La peur du virus. Exemple typique, en France, on est obligé de confiner. Pourquoi? Parce que si on laisse faire comme ils veulent, voilà ce qui se passe. Non-respect des normes. Et voilà. En Suède, ils respectent. Enfin, on espère. Mais en France, s'il n'y a pas la police pour être derrière, les gens ne respectent pas. Donc c'est les limitations de vitesse sur la route, c'est la même chose. Si on met pas de radar, et ben les gens ou des policiers pour amender, c'est exactement la même chose. Encore une fois, cet argument est complètement bidon. Vous avez remarqué qu'on passe du coq à l'âne, hein. On passe des violences avec la répression de la police et des amendes. Et tout à l'heure, il disait qu'il y avait une augmentation des plaintes, alors que 2 minutes avant, il disait qu'il n'y en avait pas. Vous avez vu comme on passe d'une information à une autre qui se contredisent d'une minute à l'autre. C'est assez extraordinaire. Donc c'est juste pour dire, voilà, il y a un complot. Impacte gravement la santé psychologique de très très nombreux de mes patients. Les sujets âgés ne veulent plus sortir, ils ne veulent plus voir leurs petits-enfants, ils sont terrorisés. Mais c'est normal, les personnes âgées ont peur, ils sont terrorisés. Si vous avez tous vos amis qui meurent les uns derrière les autres à cause du Covid, vous avez peur, vous n'avez pas envie de sortir, vous n'avez pas envie d'aller voir vos petits-enfants parce que vous savez qu'il y a un risque de contamination.
C'est normal. Vous êtes à risque. Vous avez peur. Je veux dire, ce n'est pas une peur qu'on a rajoutée, c'est la réalité. Eux, ils le savent. Ils sont pas bêtes, les personnes âgées. Donc, ce n'est pas la faute du gouvernement de Macron. Je veux dire, c'est la faute du virus, c'est la faute du Covid-19 qui tue des gens, qui crée cette peur. Et c'est pas le gentil petit bonhomme avec le cigare dit puis bonjour, je suis le petit Covid, je suis gentil ou c'est le méchant? Attends, faut savoir. Là, il dit que ça tue, que ça fait peur. Bah oui, c'est normal. Il y a des effets secondaires majeurs. Il y a la ruine aussi de beaucoup d'entreprises, de beaucoup de commerces. Et oui, c'est vrai. Il y a un effet économique. Donc, vous voyez, comme c'est difficile, comme c'est pas facile à prendre. Moi, je suis chef d'État, je dois prendre des mesures qui vont détruire l'économie. Je fais pas pour plaisir. Pourquoi j'aurais intérêt à détruire l'économie de mon propre pays? Dans quel but? De pas être élu? De pas être réélu? Si je fais ça, c'est pour sauver des gens. Et c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité où toute la planète va dans le même sens, dans le même but, pour pouvoir agir et sauver des gens, sauver des vies. Pour avoir un effet sur le destin. Parce que sinon on laisse courir, et puis les gens qui ont de la chance, eh ben, ils meurent pas, et ceux qui n'ont pas de chance, eh ben, ils meurent. Voilà, on laisse. C'est ce qu'on a toujours fait jusqu'à présent. Donc quand on avait des épidémies de ce genre-là. Donc pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on a voulu mettre en premier lieu la vie. C'est une avancée dans l'évolution, c'est une avancée dans l'humanité. C'est unique. Donc l'importance qu'on a pour la vie humaine.